Si nous montions ensemble dans le TARDIS du Docteur Who pour visiter un congrès médical en 1984, date à laquelle je me suis installé, nous débarquerions de la fameuse cabine téléphonique bleue dans un corridor du MEDEC, porte de Versailles, au sein d'une gigantesque kermesse industrielle. Dans un tout petit espace consacré à la médecine générale, entre deux sessions sur les vasodilatateurs cérébraux, thérapeutiques d'avenir, un petit groupe de jeunes médecins généralistes progressistes aurait fait une intervention sur le thème « Touche pas à mon prépuce », essayant de convaincre leurs collègues plus âgés de cesser de décaloter de force les nouveau-nés, et se seraient vus répondre « Mais tu fais chier, on a toujours fait comme ça ». La journée a été clôturée par de nombreux ateliers, tournant tous, en 1984, autour du thème majeur porté par les syndicats polycatégoriels, à savoir l'indispensable réorientation vers d'autres filières, dont l'éducation nationale, de 20 000 médecins inutiles et surnuméraires, comme par hasard, tous généralistes. Beaucoup de choses ont changé en près de 40 ans, mais certaines restent immuables. À l'époque, devenir médecin généraliste, c'était un peu comme choisir de quitter le monde des vivants pour entrer dans la garde de nuit de Westeros, la Night's Watch de Game of Thrones. On attendait de nous de n'avoir ni enfant, ni conjoint, de consacrer notre vie à la cause, de tenir jour et nuit, et, s'il en était nécessaire, de mourir en silence, mais en ayant pris soin d'assurer notre remplacement en amont. Et quand bien même ma génération tentait de prendre conscience du caractère profondément délétère de ce constant appel au sacerdoce, nous avions bien du mal à nous en défaire. À l'époque, on vissait sa plaque pour l'éternité et au-delà. Et ceux d'entre nous qui déplaquaient, qui quittaient un quartier ou une ville pour s'installer ailleurs ou simplement changer de voie, étaient considérés comme ayant raté leur installation. Ceux qui choisissaient de ne pas travailler un après-midi par semaine étaient considérés comme des feignasses et ils prenaient soin de ne pas dire trop fort qu'ils avaient pris 2 semaines de vacances en juillet. Nombre de patients à l'époque ne voyaient de généralistes que tard dans la nuit, vers 3 heures du matin, pour une gastro, entre 2 rendez-vous programmés chez de vrais médecins. Mais refuser cette visite de confort, c'était s'exposer à une sévère réprimande de l'ordre qui veillait à imposer aux seuls généralistes de ville les gardes de nuit entre 2 journées continues. Indispensable et inutile, cette génération qui vous laisse le système de santé en piteux état a livré de nombreuses batailles pour s'émanciper des tutelles et des pouvoirs internes à la profession, pour se libérer du généreux mécénat des firmes pharmaceutiques et pour développer un corpus interne à la médecine générale, avec de nombreuses erreurs, comme pour certains d'entre nous, la tentation de se comporter avec ceux qui nous suivaient aussi mal que le système hospitalier s'était comporté avec nous. Les médecins ont toujours du mal à ne pas stipuler pour autrui. Les années 80 ont vu naître le génial concept du médecin comme virus ou parasite du corps social. Les économistes libéraux ont convaincu les politiques que de même qu'une bactérie déposée dans une plaie peut générer une infection, un médecin qui s'installe dans une ville ou un village va générer pour survivre des examens complémentaires, des prescriptions, des dépenses inutiles, et qu'un médecin de moins, ce sera avant tout des dépenses en moins, et au final, des malades en moins. Ceux qui aujourd'hui prônent la coercition des jeunes généralistes, et d'eux seuls, en mettant en avant le nécessaire accès aux soins des Français, sont les descendants de ceux qui, pendant des décennies, ont tout fait pour restreindre notre nombre en invoquant le trou de la Sécu. Ces 40 années ont donc vu parallèlement se construire une certaine fierté d'être généraliste, une aspiration à l'être différemment, à construire un métier là où avait existé un sacerdoce, et une tentative constante des pouvoirs publics et des tutelles internes à la profession à en circonscrire le champ et à nous tenir en laisse. L'une des rares grandes avancées de ces décennies, l'option médecin référent, qui offrait aux généralistes volontaires une rémunération à la capitation en échange de l'informatisation, d'un tiers payant généralisé intégralement géré par les caisses et d'une information indépendante des laboratoires, ainsi été balayée d'un trait de plume en 2004 par simple calcul politique. 2 sbires des assurances complémentaires, Frédéric Van Rockeghem à la CNAM et Xavier Bertrand au ministère, ayant signé cet arrêt de mort avec 2 présidents de syndicats polycatégoriels que l'indépendance nouvelle des médecins généralistes inquiétait sévèrement. Pour avoir vu à ce moment-là s'effondrer bien des confrères dont les noms ne vous diront rien, mais qui étaient l'honneur de la profession, des syndicalistes engagés, des formateurs humanistes,
qui ont déplaqué ou ont sombré parce qu'ils se sentaient incapables de retourner à la course à l'acte, je place la mise à mort de la médecine générale que j'ai aimé exercer à cette date. Ces fossoyeurs, eux, sont pour certains toujours en place, gras et repus. Mes confrères ont disparu, et moi je fais partie de ceux qui survivent, ceux qui s'adaptent. C'est pas glorieux, mais j'ai survaincu ainsi au changement de nomenclature, aux ridicules exigences de la rémunération à la performance. Nous avons continué à être considérés inutiles, de mandature en mandature. En 2018, Emmanuel Macron, annonçant son plan Ma Santé 2022, célébrait la prochaine disparition d'un dinosaure obsolète, le généraliste exerçant seul dans son cabinet. Totalement inconscient, malgré les alertes répétées, à la fois de la réalité de la pyramide des âges, comme du fait que ces quinquagénaires ou sexagénaires encore actifs, s'ils n'exerçaient pas dans une maison de santé estampillée ou une CPTS, communiquaient pourtant en raison informelle depuis des années. Puis vint la pandémie. Et ceux qui, depuis des décennies, au sein du ministère, des ARS, des assureurs, avaient tenté de nous gouverner, de protocoles en directives absconses, se sont retrouvés tétanisés et figés sur place, pendant que nous faisions front. Je ne dis pas que je l'ai vu venir avant les autres, cette pandémie, mais comme le héros de Buzzati dans le désert des Tartares, je l'attendais. Adolescent, je dévorais de la science-fiction, des romans post-apocalyptiques, et le spectre d'une épidémie occupait mon esprit. J'étais fasciné par ce grain de sable dans la machine, et parce que les romanciers nous dévoilaient de la fragilité de notre vernis de civilisation. C'est une des raisons qui m'ont poussé à devenir médecin. Je voulais pouvoir être utile à la société quoi qu'il arrive. Je me suis longtemps demandé ce qui se passerait si un virus à diffusion respiratoire se propageait sur la planète à la faveur de la mondialisation généralisée. En 2007, j'ai créé un blog, En attendant H5N1, un peu comme un inside joke au cœur des années Sarkozy. Nous avions déjà le choléra, j'attendais la peste. Ayant oublié cet aphorisme bien connu, fais attention à ce que tu désires, car tu finiras un jour par l'obtenir. Lorsque la grippe H1N1 a débarqué en 2009, j'ai suivi sa montée en puissance, comme beaucoup de collègues, avec inquiétude, avant de comprendre que l'alerte était heureusement fausse. J'avançais vers la fin de ma carrière de près de 37 années de médecine générale, quand de la Chine est arrivé SARS-CoV-2. J'ai écrit dans Libération une chronique depuis les premiers jours après le premier confinement, qui se poursuit encore depuis 2 ans désormais. 2 années pendant lesquelles j'ai essayé de faire participer à cette chronique des aides-soignantes, des médecins hospitaliers en ville, des patients. 2 années pendant lesquelles nous avons tâtonné, tremblé, souffert, subi et appris ensemble beaucoup de choses. 2 années qui n'ont ressemblé à rien de ce à quoi m'avaient habitué mes lectures d'adolescent, si j'en accepte La peste d'Albert Camus. Nombre d'intellectuels se sont moqués de ce roman, taxés par les plus cyniques de mièvrerie parce que Camus refuse d'y désespérer totalement de l'humain. La plupart des commentateurs ont voulu y voir une métaphore de la montée du fascisme. Enfant, moi je l'ai lu comme je dévorais les romans de science-fiction au premier degré. Les rats envahissaient la ville d'Oran et y apportaient la peste. Je ne savais pas qu'à l'heure où je m'apprêtais à quitter la blouse, ce serait l'inverse. La peste envahirait notre monde et y ferait s'épanouir les rats. J'ai cru un long moment, ces chroniques en attestent, que cette pandémie nous rappellerait notre commune humanité. La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est de leur envoyer la peste, écrit Camus. J'ai été forcé de réaliser que les choses ne seraient pas si simples, que les habituels cavaliers de l'apocalypse s'étaient donné rendez-vous. Le mensonge, la pestilence, les fake news et la bêtise s'étaient répandus sur le monde. Une pandémie dont la mortalité ne dépassait pas 1% mettait notre civilisation à terre et semblait d'un spectre à l'autre de l'échiquier politique rassembler tous ceux qui, à l'instar de Margaret Thatcher, s'étaient convaincus que « there is no such thing as society ». La société, disait-elle, ça n'existe pas. La loi du plus fort, du chacun pour soi, l'eugénisme déguisé en art de vivre, la liberté de mettre en danger les autres, la manipulation perverse des apeurés et des crédules, nous avons vu se déployer de ce qu'il y a de pire. En 1988, jeune médecin, jeune écrivain, sous le règne de cette même Margaret Thatcher, j'avais été amené à interviewer Theodore Zeldin, historien, sociologue et philosophe britannique, sur le système de santé. Plus de 30 ans après, je me souviens de son injonction. J'ai appris à connaître ce conflit permanent dans lequel vous, médecins, vous débattez, entre les impératifs de santé et les impératifs financiers. Ici, en Angleterre, le souci d'argent est devenu obsessionnel. Tout est argent. Les comptables sont devenus les maîtres de la société.
C'est une éthique totalement différente qui rend fous les médecins. Mais vous ne savez pas la chance que vous avez. Vous êtes au cœur du combat de la compassion. Et parce que c'est difficile, parce que vous vous sentez isolé, vous perdez espoir. Mais il faut garder espoir en l'homme. L'idée de l'espoir que je propose, c'est une idée de lucidité. Voyez ce qui est mauvais, mais si vous êtes pessimiste, c'est que vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas qu'il y a des petites lumières, que chaque être humain est une petite lumière. À l'époque, moi, révolté par la marche du monde, j'avais été agacé parce que je prenais pour un excès de candeur. Il m'a fallu des années, cette pandémie, pour me rendre compte que, comme Camus, Zeldin avait au moins en partie raison. Cette lutte contre le virus que beaucoup d'entre nous ont menée malgré la fatigue, le découragement, les mensonges, les menaces et la haine, était aussi un combat de la compassion, du souci de l'autre et de l'endurance. Chacun à notre place, nous avons fait ce que nous pouvions. Il n'y avait là rien d'héroïque. Comme l'écrit aussi Camus, rien n'est moins spectaculaire qu'un fléau, et par leur durée même, les grands malheurs sont monotones. Ce qui fait la différence pendant une pandémie, ce ne sont pas les actions héroïques, les gourous autoproclamés et les déclarations politiques martiales, mais la ténacité jour après jour. Comprendre qu'hélas, on ne baisse pas la garde tant que ce n'est pas fini. Comprendre qu'à chaque nouveau bulletin de victoire sur le virus, on se reprend une 5e, puis une 6e vague, parce qu'on n'a pas eu la patience d'attendre, de prévoir, de mettre en place ou de maintenir les moyens d'aération et les masques pour se défendre. Alors il faut inlassablement soigner, aider, enseigner, alerter, protéger, informer, accompagner, travailler malgré des conditions dégradées. Ou parfois, pour certains, juste subir à la maison et patienter, tenir la ligne. La pandémie est toujours présente, mais elle est aujourd'hui totalement invisibilisée pour des raisons électorales et économiques, mais aussi parce que personne dans ce pays n'a intérêt à organiser un véritable retour d'expérience à ce stade. Ni un gouvernement qui a menti sur les masques dès le début, et tout en se drapant du manteau de la science, s'en est affranchi à chaque fois que ça l'arrangeait, ni une opposition qui s'est comportée de manière lamentable, se prosternant au pied d'un gourou pervers narcissique, inventant l'autorisation de mise sur le marché par pétition Internet, merci Philippe Douste-Blazy, ou organisant le scepticisme vaccinal pour exister. La pandémie est toujours présente et elle a accéléré des évolutions déjà en cours, la destruction de l'hôpital public, la désertification médicale en ville. Nous évoluons sans bien en avoir conscience dans des ruines. Les délais de prise en charge s'allongent, nous nous forçons à considérer comme quasiment normales des situations qui nous auraient consternés il y a 10 ou 15 ans, et nos tutelles continuent à tirer des plans sur la comète, à inventer des délégations de tâches pour masquer le désastre qu'elles ont mis en place. Nous avions annoncé, dès 2004, la catastrophe que représentait la mise en place d'un médecin traitant sans moyens. Je cite, « Au final, il faudra constater l'échec de cette contre-réforme, en faire porter la responsabilité aux lampistes que sont les généralistes et ouvrir la porte aux assurances privées d'un air désolé en disant que la Sécu, bien malade, n'a pu être sauvée. Les communicants du ministère sauront très bien faire, écrivions-nous. » Et aujourd'hui, ou plutôt hier, je lis en arrivant ici dans la presse médicale cette interview du professeur Hassan Teufel de Sciences Po. Clairement, on est passé du rôle pivot du généraliste à une coordination pluriprofessionnelle des soins avec les MSP, les centres de santé, les CPTS. On met plus l'accent sur la coordination et sur la notion d'équipe que sur le rôle pivot du médecin, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de généralistes. Quand on voit que 8 à 9 millions de Français sont sans médecin traitant, on ne peut plus organiser les soins autour des médecins généralistes, puisqu'ils ne sont plus là en nombre suffisant. Pour conclure, je voudrais vous dire à quel point j'ai aimé faire ce métier. Malgré les contraintes, malgré l'impression de toujours devoir combattre pour l'exercer, je n'ai pas de légitimité à vous donner des conseils, car votre manière d'être médecin généraliste, vous la définirez vous-même. Et quelques conseils. Ne vous laissez pas imposer votre exercice. Apprenez à dire non plus fortement que nous ne l'avons fait. Résistez. Tenez la ligne ou changez de voie si c'est le moyen de vous protéger de l'inacceptable. Je vous souhaite une vie et un exercice riche et divers. Pour moi, la garde s'achève. My watch is ended.